Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau. Bon lundi à vous et à votre famille. C'est lundi, Noël approche. Nous avons besoin d'une ambiance festive et de quelque chose qui nous rende heureux. Et je vais vous emmener à Kupiansk. Quelque chose d'important s'est passé à Kupiansk et je vais vous raconter les événements dans l'ordre chronologique. Il commence tout au début du mois de novembre dernier. Et quand Zelensky a parlé de cela le 4 novembre, je l'ai laissé en parler. Personne ne l'a cru. Les Russes ne l'ont pas cru. Certains occidentaux non plus. Mais maintenant, nous avons plus d'informations. Prenons les choses étape par étape. L'enjeu est donc très clair. Il est clair que la question concerne le champ de bataille de Kupiansk, donc jusqu'à 60 Russes restant à Kupiansk. La purge est en cours, nous allons tout nettoyer. Nous savons en principe, avant hier. Enfin, les gens, ça n'arrive pas, les dates sont fixées. Il a dit cela devant la caméra le 4 novembre. Maintenant, gardez à l'esprit qu'à cette époque, les Russes affirmaient qu'ils étaient en presque autour de Kupiansk et que la ville était presque entièrement occupée par l'armée russe. Avançons rapidement de 2 semaines et demie, jusqu'au 20 novembre. C'est la réunion du chef d'état-major russe. Tous ceux qui comptent dans l'armée russe sont présents, y compris Gerasimov, y compris Vladimir Poutine. Donc cet homme, le colonel général Kouzovlev, fait un rapport confiant à Poutine sur la prise de Kupiansk. Et cela s'est passé il y a presque un mois, le 20 novembre. Heureusement que tout est filmé, sinon vous ne me croiriez pas. Regardez ça. Les escouades d'assaut de la 68e division de fusiliers motorisés de la 6e armée ont achevé la libération de la ville. Alors Vladimir Poutine lui demande directement « C'est tout? Ils ont tout terminé ?» « Oui, monsieur. La ville est sous notre contrôle. Des groupes ennemis, séparés, petits et dispersés, sont en train d'être détruits. Gerasimov est ici aussi, donc oui, c'est enregistré. » Le 20 novembre, et les gens avaient tendance à le croire. De plus, Donald Trump le croyait aussi parce que, pour une raison quelconque, il décide encore de prendre ces informations auprès des Russes. Je ne sais pas pourquoi. Voici aussi une autre vidéo juste pour vous montrer que Gerasimov était présent à cette même réunion. Il affirme que les unités du groupe Ouest ont libéré Kupiansk. C'était il y a presque un mois. Maintenant, avançons jusqu'en décembre. Avançons jusqu'au 12 décembre, ou vendredi dernier. J'ai fait ma vidéo. Quelques heures plus tard, Zelensky se demande « Hé, c'est vendredi, que faire ?» Arthur Rei ouvre une bière avec ses amis. Moi, je vais à Kupiansk et il l'a fait. Il a fait une vidéo à l'entrée de Kupiansk. Juste ici, vous pouvez voir l'emplacement exact. Apparemment, les Russes dans les contrôles ce Kupiansk, selon Gerasimov qui l'a dit à Poutine. Pourquoi Zelensky est-il à Kupiansk ? Comment est-ce possible ? Mais il y a fait une vidéo parce qu'il a des couilles en acier. À seulement 1,3 km de la position russe la plus proche et à 500 mètres de la zone grise. Regardons simplement la carte de la guerre un instant. Cette carte Deep State est assez conservatrice. Ils ne modifient pas leur carte tant que l'opération n'a pas duré quelques jours et qu'il est absolument certain que ces changements ont eu lieu. Donc le 10 décembre, le 11 décembre, le 12 décembre, le même jour, Zelensky était à Kupiansk, à son entrée. Regarde ça. Les Russes ont été complètement repoussés et si on zoome un peu sur la zone centrale, on voit 3 petites poches de Russes encerclées à Kupiansk. Un peu comme la percée de Dobropilia qui a été divisée en 3 petites parties, puis éliminée. C'est la même histoire ici, mes amis. J'aimerais l'inventer, mais non, elle s'écrit toute seule. Regardez, c'était une contre-attaque délibérée. Tout comme Volodymyr Zelensky l'a dit le 4 novembre, il y a plus d'un mois, que les dates étaient fixées et que nous étions en train de nettoyer la ville, et les Russes ont déclaré « Nous contrôlons la ville », et maintenant, ce n'est plus le cas. Ils ont été encerclés. Les forces ukrainiennes ont surpassé les troupes russes à Kupiansk, région de Kharkiv. L'Ukraine les a encerclés dans la partie nord de la ville. Maintenant, il n'y a plus des milliers ici, il y a seulement quelques centaines de Russes dans ces poches réunies. Certains affirment qu'il s'agit d'environ 200 soldats russes. Ces chiffres sont avancés par le 2e corps Kartia de la garde nationale d'Ukraine. Il s'agit d'une contre-attaque méthodique ukrainienne qui est en cours depuis plus d'un mois. Comme nous pouvons le voir sur ces vidéos. Zelensky a déclaré que cela se produisait il y a plus d'un mois. Ce n'est un secret pour personne.
C'était une mission publique, mais certains ont choisi de ne pas y croire. L'opération de Kupiansk a été en grande partie conçue, planifiée et continue d'être menée par l'un des officiers les plus talentueux d'Ukraine, le commandant du groupement des forces conjointes, le légendaire Major général Mikhailo Drapati. Pourquoi est-il légendaire ? Eh bien, parmi ces de nombreux actes héroïques qu'il a accomplis en près de 12 à 13 ans dans les forces armées ukrainiennes. Il est très célèbre pour sa vidéo de 2014. Je suis sûr que vous avez tous vu cette vidéo, c'est celle de 2014. Ce sont des séparatistes russes, pro-russes, à Mariupol. Ils ont bloqué les rues parce que l'armée ukrainienne avance. Et maintenant, regardez ce qui se passe. C'est légendaire, mes amis. Un BMP ukrainien à pleine vitesse avec le drapeau traverse cette barrière, la franchit et continue sa route. Le chef et le commandant de ce premier véhicule est Drapati lui-même, celui qui commande actuellement des forces à Kupiansk. C'est intense, un autre BMP traverse. C'était en 2014, il y a plus de 10 ans, à Mariupol. Regarde ses yeux, tu n'as pas envie de t'en prendre à ce type. C'est le cerveau derrière la contre-offensive de Kupiansk qui s'est avérée jusqu'à présent très efficace. Je suis sûr que tu meurs d'envie de savoir ce que les Russes disent à ce sujet. Est-ce qu'ils prétendent que c'est de la propagande ukrainienne ? Est-ce qu'ils disent que c'est des conneries ? Eh bien, n'ayez crainte, mes amis. Grâce au traducteur de mots, nous avons en fait traduit les discussions sur Telegram russe, Telegram militaire. La situation à Kupiansk est difficile. Les forces armées ukrainiennes ont lancé jusqu'à 4000 anciens prisonniers à l'assaut de la ville. Maire de ces chiffres, ils affirment tôt qu'ils sont équipés de matériel lourd et qu'ils essaient en permanence de percer la ligne défensive des forces armées d'Ossint de la Fédération de Russie depuis la périphérie ouest de la ville. La ville de Kupiansk n'a pas encore été définitivement libérée, comme l'a précédemment déclaré au président Poutine le représentant du ministère de la Défense, Sergueï Gouzovlev, qui a ensuite reçu le titre de héros de la Russie. Le président a été trompé. Oh non, Poutine a encore été trompé, comme lorsqu'il croyait que les Ukrainiens déposeraient les armes et accueilleraient les armées russes avec des fleurs. L'invasion de 3 jours s'est transformée en 4 années de guerre, une guerre brutale et épuisante. Donc oui, ce Sergueï Gouzovlev qui a rapporté que Kupiansk a été libéré ou occupé, selon le mot que vous voulez utiliser, selon vous savez. Plus tard, au début du mois de décembre, il a reçu la distinction de héros de la Russie de la part de Poutine, parce qu'il aurait occupé Kupiansk, mais il ne l'a pas fait, alors pourquoi a-t-il reçu cette distinction ? Pour avoir prétendu avoir occupé Kupiansk ? Eh bien, de nos jours, on ne sait pas où il est. Je suppose qu'il est en train de tomber par la fenêtre. Je resterai loin des fenêtres et éviterai le thé si j'étais lui. Découvrons d'autres réactions russes. Ces derniers jours, la situation à Kupiansk s'est sérieusement détériorée, profitant du manque de consolidation des forces armées de la Fédération de Russie dans la ville. Au milieu de rapports bruyants sur sa capture complète, l'ennemi a lancé une contre-attaque. Un cas semblable s'est produit début printemps 2025 à Toretsk, lorsqu'une partie de la ville est restée sous contrôle des forces armées ukrainiennes. A été libérée à crédit en infligeant un impact actif à l'ennemi. Après cela, les forces armées ukrainiennes ont mené une série de contre-attaques réussies, repoussant les forces armées de la Fédération de Russie de nombreuses positions dans la ville. Ainsi, les combats à Toretsk ont perduré des mois après les annonces officielles de sa prise. C'est typique des Russes. Ils affirment avoir capturé quelque chose avant que ce soit vrai. Parfois, après ces rapports, ils capturent une zone, parfois non. S'ils ne le font pas, eh bien, certains généraux passent par la fenêtre. C'est un exemple clair de ce qui se passe lorsque des rapports de victoire anticipés entraînent de graves sanctions. Et enfin, des réactions virales. J'en profite tellement que je voulais vous les partager. Comment dire ça gentiment ? Tout va mal là-bas. Kondrachivka et Radkivkar sont provisoirement derrière les lignes ennemies. La logistique vers Kupiansk, c'est fait. Cela a permis à l'Ukrainien d'entrer au nord de la ville. Les gars contre-attaquent, on attend les résultats. Mais bon, Kouzovlev a fait un excellent rapport sur le contrôle total de Kupiansk.
Environ 15 bataillons encerclés. Oui, mes amis, je me souviens du 4 novembre, je faisais aussi une vidéo et j'ai vu ça. Ils ont affirmé avoir encerclé des dizaines de bataillons ukrainiens, environ 15 bataillons encerclés, et ont reçu le titre de héros de la Russie pour avoir prétendu avoir libéré ou capturé Kupiansk. Quelqu'un réveille le commandant, les Ukrainiens envahissent renforcent la ville. Très bien, mes amis, ça on a tous bien ri. Maintenant, je dois juste vous montrer si vous vous demandez ce qu'utilisent les Ukrainiens. Je viens juste de recevoir cette vidéo de Kupiansk aujourd'hui. Ce sont des BMW MLR. Regardez cette bête. Les BMW MLR libèrent Kupiansk en ce moment. C'est légendaire. Et, dernier reportage vidéo sur Kupiansk aujourd'hui, il s'avère que les Russes utilisaient un tunnel ou un pipeline long de 4 km. Voyez dans la vidéo le pipeline qu'ils utilisaient pour se déplacer. Pas des chariots, mais ces plateformes à roulettes. Désolé pour l'anglais, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais oui, une planche en bois sur des roues, et tu es allongé dessus sur le ventre, et tu te pousses toi-même sur 4 km. Et c'est comme ça qu'ils sont entrés à Kupiansk. Eh bien, les Ukrainiens leur ont réservé beaucoup de surprises. Ils ont bombardé ce pipeline comme pas possible. Donc, je suppose que c'était l'artère de la logistique russe vers Kupiansk. Ce tunnel de 4 km de long, il n'existe plus. Il a disparu, et avec lui, les Ukrainiens contrôlent désormais Kupiansk. J'ai récemment été envoyé en formation avec mon unité militaire. Noël approche à grands pas, et nous venons de recevoir cette vidéo du front. J'ai choisi de l'inclure aujourd'hui. C'est à propos des animaux, et ce qui est étrange, c'est qu'il y a aussi des vidéos de l'armée russe à propos des animaux, mais elles sont assez différentes. Les vidéos de l'armée russe avec les animaux montrent généralement la mise à mort, la consommation et la torture des animaux, tandis qu'inversement, le côté ukrainien essaie de les sauver. J'ai donc une autre vidéo pour vous montrant des unités ukrainiennes en train de sauver des chiens, des chats et même une vache de Konstantinivka. Lors de l'évacuation des animaux, nous avons rencontré des personnes qui ont quitté la ville avec une vache. Vous pouvez la voir juste ici. Et ils n'allaient pas laisser la vache, bien sûr. Nous les avons rencontrés par hasard en chemin. Quand ils arrivaient en voiture à Konstantinivka, ils quittaient pour la ville à pied. Ils ont pris leurs 2 chats dans des caisses de transport. Ils ont aussi emmené leurs chiens avec eux, ainsi que l'aide humanitaire qu'ils avaient collectée. Ils ont amené leurs vaches avec eux. Ces personnes soda nous ont sollicité pour leur évacuation. Quand viendras-tu chez nous? Où allez-vous? Nous prenons la route vers Oleksivodrouchkivka. Où seras-tu? Ici. Nous avons convenu de nous retrouver dès que nous aurions terminé nos missions de sauvetage prévues tant dans cette zone. Explosions. Vous pouvez voir que c'est un appareil qui détecte s'il y a des vues à la première personne ennemies au-dessus. Viens ici. Trouvez le premier chien. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, chérie. Mais lui la laisse. Où est le propriétaire? Personne ne sait. Alors, ils ont attrapé le premier chien. Ils sont en train de le sauver. Amenez vos chiens. Zorik et moi, nous le prendrons sous le ventre. Zorik prend la photo du chien. Bien sûr, il documente tout cela. Regarde, ils ont ramené la vache. La vache s'appelle Mania et ses propriétaires, ils ont été évacués. Ils ont sorti une vache. Va tout droit, viens ici. Regarde cette vache. Elle vivra longtemps et heureuse avec les Ukrainiens sans être mangée par les Russes. Ils ont sauvé tellement d'animaux, regarde ça. La camionnette est remplie de caisses pour chiens et chats comme ça, elles sont toutes remplies de chiens et de chats. Et maintenant, ils ont même une vache. Le propriétaire est avec la vache Mania. Les animaux sont en sécurité et saluant depuis la région de Poltava. Regarde. Vache heureuse, joyeux Noël, monsieur Vache, parce que tu viens de gagner une nouvelle vie. C'est une très belle vidéo, nous venons donc de regarder la vidéo sur les valeurs ukrainiennes. Tu aides et sauves les animaux si possible.
Allons à Moscou, cette vidéo vient d'y sortir. Je crois que ça date de l'été, mais je viens seulement de la voir. Et ça te montre un peu les valeurs russes. Tu sais, il faut montrer les valeurs des deux côtés. Donc la vidéo parle d'elle-même. Un homme demande à un autre: Tu as une copine? Une fille? Non, je n'en ai pas. Pourquoi? Tu aimes les garçons? Non. Je crois que oui. Non, allez, viens, éloigne-toi. Non, j'attends mon ami, j'attends mon ami. Ce type plus âgé, probablement un russe vétéran de l'opération militaire spéciale ou similaire. Je ne sais pas. Ce type noir qui parle un peu russe lui plaît vraiment et il veut vraiment partir avec lui. Écoute, jeune, plutôt mince, non? Ouais, tes lèvres sont belles, n'est-ce pas? Wesh. Et il demande à propos de tu sais quoi. Le gars dit: Non, non, il rigole. Je peux toucher? Non. Qu'est-ce que tu veux? Je peux, Je ne suis pas gay. Voilà, c'est la Russie et ses valeurs traditionnelles. Tu es un gars plutôt mince. D'accord, je ne vais pas t'en montrer plus, juste... Plusieurs vidéos sur les valeurs de divers pays sortent aujourd'hui, je les ai donc partagées avec vous. Revenons au front. Parce que les opérateurs ukrainiens de drones en vue à la première personne faisaient leur bilan, ils pilotent ces drones en vue à la première personne tous les jours. Si tu le fais décoller, tu dois le piloter car tu ne peux pas le ramener. Si la batterie va mourir, trouve une cible avant qu'elle soit vide. Celui-ci a trouvé un hangar. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce hangar? Qui sait? Allons voir. Il est aussi un peu camouflé. Et tu as touché le jackpot parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, et il y en a encore 2 autres. Il y a 6 véhicules blindés et chars réunis dans ce hangar. Ils sont tellement prêts à lancer une attaque de chair avec des gares russes. Ils ont aussi préparé un autre drone en vue à la première personne qui frappe, et voici le premier drone en vue à la première personne qui explose, voici le deuxième, voici le troisième, et voilà le quatrième qui arrive. Je vais les compter parce qu'ils ont envoyé beaucoup de drones en vue à la première personne. Et le brouillage fait tomber celui-ci. Quatrième, cinquième, et vous pouvez voir que le quatrième a détruit l'entrée. Le cinquième tombe maintenant. Le sixième tombe. Le septième. Ils en envoient tellement. Et est-ce qu'on a le huitième? Est-ce qu'on va avoir 8 vues à la première personne pour un seul hangar? Et la huitième, là tout de suite, ici on va faire un bisou à ce véhicule blindé de transport de troupes. Ils ressemblent à Sonic le hérisson, hérissé comme il se doit. C'est censé les protéger des vues à la première personne, mais celle-ci s'en moque. T'en as bas 4, ils en renvoient dans 4, on voit bien que c'est le 9e ou le 8e, non? Je suis presque sûr qu'ils en ont envoyé davantage. Maintenant, mes amis, partons en Crimée. Parce que Facebook ukrainien 52 drones. Piller les drones. Ils ont trouvé ce joli petit train-citerne bien juteux. Je suppose qu'il allait dans le sud de l'Ukraine, occupé pour fournir du carburant à l'armée russe. Eh bien non, tu ne vas pas faire ça. Regarde ça. Un a touché le train, il s'est arrêté, le deuxième va s'y connecter. Badaboum, et maintenant ça brûle. Certains wagons brûlent. Ce train de carburant a été immobilisé et certains de ces wagons ont été détruits. Il est temps de passer à d'autres cibles, qui sont bien sûr des silos à carburant, de magnifiques et juteux silos à carburant. Une belle petite vidéo pour nous, et je vais terminer la vidéo d'aujourd'hui avec un autre reportage c'était pour nous très festif. Et j'aimerais que ce soit une blague, mais ce n'en est pas une. Le combattant bombardier russe sur Telegram se focalise sur les pilotes, pertes ou victoires de l'aviation russe. Et avant l'invasion à grande échelle, il organisait aussi des collectes de fonds pour les familles des pilotes russes qui, vous savez, ont perdu la vie dans des accidents ou peu importe ce qui leur est arrivé, pour les familles de ces pilotes. Maintenant, il explique pourquoi il ne le fait plus, car on lui demande pourquoi il a arrêté. De nouveau, des soldats de l'équipage décédés
m'ont demandé de lancer une collecte de fonds pour aider les familles témoins des victimes. Laissez-moi expliquer, encore une fois. Oui, avant l'invasion à grande échelle, nous faisions cela régulièrement. Oui, les abonnés soutenaient les familles sans des équipages décédés, mais depuis le début de l'opération militaire spéciale, j'ai cessé de publier ces messages. Pourquoi ? Parce que, depuis le début du district militaire central, des membres d'équipages aériens mouraient presque chaque jour. La chaîne serait simplement devenue une pierre tombale solide avec les noms des morts. C'est parce que moi aussi, je couvre cette guerre à temps plein depuis 4 ans maintenant, et l'aviation russe n'est pas utilisée aussi massivement sur le front. Oui, ils larguent leurs bombes planantes à 5, 7 ou 10 km des relais avant la ligne de front, puis se retirent aussitôt. Ils ne survolent jamais l'espace aérien contesté, jamais. Alors pourquoi les pilotes russes meurent-ils autant ? C'est simplement parce que c'est la Russie. Ils n'entretiennent pas vraiment leurs avions, ils n'entretiennent pas vraiment les hélicoptères. Les hélicoptères s'écrasent. Les avions s'écrasent, tombent du ciel parce que les cellules se désagrègent. Ou si le pilote fait des erreurs parce qu'il n'a pas assez d'heures de vol. Si vous comparez le nombre d'heures de vol d'entraînement par an des pilotes russes avec celui des pilotes de l'OTAN, la différence est d'environ 200%. Les pilotes et avions de l'OTAN ont plus d'heures de vol et nécessitent davantage d'entretien. C'est juste que les avions russes, les Mikoyan, Gourevitch, les Sukhoi, peu importe les modèles et les Tornov, peu importe les appareils dont on parle, il n'y a même pas besoin d'ennemis. Ils tombent simplement du ciel. Donc Fair Bomber a vraiment un problème ici, il ne peut plus vraiment organiser de collecte de fonds parce qu'il y a tellement de noms. Donc oui, il clarifie ça. Cette vidéo était pour vous, mes amis. J'espère revenir pour vous demain, mais c'est sûr mercredi et vendredi aussi. Si vous aimez ma chaîne, abonnez-vous. Restez festifs. Noël approche. Et jusqu'à ma prochaine vidéo, Slava Ukraini et au revoir.